Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, viser la Lune ne fait pas peur à Elon Musk. André Berkoff, dimanche dernier, il a annoncé sur X que son entreprise SpaceX allait être reléguée au second plan, son objectif étant d'envoyer des humains vers Mars afin de donner la priorité à l'établissement d'une base lumière. Rien ne l'arrête, André. Lunaire, oui, absolument. Absolument. Bon, alors c'est Elon Musk, SpaceX, il parle de ce qui va réorienter, évidemment, en question du temps. Mais au-delà de ça, c'était intéressant, effectivement, de faire le point sur Elon Musk, qui est une des figures centrales, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ou qu'on l'approuve ou qu'on le désapprouve, de ce qui se passe aujourd'hui, même au niveau mondial, il faut bien le dire. Et donc Front Populaire, la revue de Michel Onfray, a consacré un numéro spécial, Le Monde selon Elon Musk, Le Monde selon Musk. Et c'est très intéressant parce que, autant, je le dise, parce qu'il n'y a pas autant Michel Onfray, je suis d'accord sur énormément de choses qu'il dit. Là-dessus, on a des désaccords, mais j'ai écrit avec plaisir dans cette revue pour raconter au fond, qui raconte un peu les paradoxes, les mystères, et de quoi Elon Musk est-il le nom. Et Michel Onfray dit, c'est un projet civilisationnel qui dessine les premiers contours de la post-humanité. Il va jusqu'à dire idiot utile du totalitarisme ultime. Alors là, on va essayer d'en parler profondément parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je rappelle aussi qu'il y a un autre livre, alors un livre de Michel Onfray, le 124e, à peu près. Je sais pas, je compte plus. Un livre sur, effectivement, Proudhon, le père du socialisme français. L'anarchiste positif. Exactement, formidable. Il publie une biographie. On va en parler dans un instant sur Sud Radio. De quel monde Elon Musk est-il l'âme? Restez avec nous, on va tout vous dire dans un instant. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Then get a Tesla. If it's electric, it doesn't matter. If you're a Democrat, then taste your freedom. Et oui, si vous êtes fasciste, prenez une Tesla, dit Neil Long dans cette chanson, André Berkoff. Et oui, Musk... Et il ajoute, si vous êtes démocrate, choisissez la liberté. Il montre bien ses préférences politiques. Hein. Et oui, Musk fascine autant qu'il divise, André Berkoff. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le philosophe Michel Onfray. Bonjour à vous, Michel. Bonjour. Alors hier, un hors-série de votre revue Front Populaire consacré à ce génie visionnaire est sorti. Je suis intéressé par le cerveau de cet homme depuis des années, écrivez-vous. En deux décennies, effectivement, il est devenu l'homme le plus riche et le plus ambitieux, surtout de la planète. Qu'est-ce qui le fait courir, selon vous ? Vous savez, on peut pas poser la question qu'est-ce qui fait courir un génie ? C'est-à-dire un peintre peint, un compositeur compose, un inventeur invente. Et on ne peut pas ne pas. C'était un peu ce que disait Rilke dans sa lettre à un jeune poète, quelqu'un qui lui demandait s'il était poète, il savait pas s'il était poète ou etc. Et Rilke lui répond, mais si vous pouvez faire sans, c'est que vous n'êtes pas. Et donc lui, il est poussé par, on va dire, un élan vital. Il peut pas faire autre chose. Non, je crois pas. Ouais. Un élan vital de type bergsonien. Il est poussé. Je pense qu'il est l'objet lui-même d'une force qui le dépasse et qu'il est quelqu'un de majeur dans le dispositif post-civilisationnel. C'est ça qui m'intéresse chez lui. C'est-à-dire que cet homme a une vision qui est très structurée. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quoi, il fait pas n'importe quoi, tout se touche. C'est-à-dire de Neuralink, SpaceX, Tesla, etc. Enfin, tout ça est fait pour parvenir à la création, du moins au travail qui permettrait la création d'une autre civilisation. Et je dis, André, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je dis que il travaille à la dernière civilisation. Et cette dernière civilisation, elle sera post-humaine et post-terrestre. D'abord parce que l'astrophysique nous enseigne que la Terre va disparaître. C'est ainsi que le Soleil explosera et que tout ça disparaîtra, et qu'il faut envisager la fin de l'humanité sur Terre. Pas seulement parce que il y aurait le paix des vaches et que nous consommerions trop de voyages en avion ou ce genre de choses, mais simplement parce que c'est inscrit dans le processus de tout ce qui est vivant. Et donc je dis, quand il y aura, pour l'instant on est à 8 milliards je crois d'hommes sur la planète, on ne pourra pas sauver 8 milliards.
Et donc je dis il y a du fascisme dans cette aventure parce qu'on en sauvera quelques-uns. Qui choisira ceux qui seront sauvés? Comment seront-ils choisis? Par qui? Comment? Quels seront les sélectionneurs de cette race humaine qu'on voudra sauver? Dans quelles conditions? Est-ce qu'on sauvera des cerveaux clonés? Est-ce qu'on sauvera des mélanges de machines et d'humains avec une espèce de cerveau dans un exosquelette, etc. Ah oui. Et vous dites précisément, je vous cite, il s'agit d'un projet eugéniste totalitaire qui transforme 1984 d'Orwell et le meilleur des mondes d'Huxley en bluette littéraire. Avec son projet, effectivement, voici venir le vrai fascisme total. Vous n'êtes pas d'accord avec ce point de vue, André Berkoff? Pourquoi? Ça m'intéresse. Alors moi, j'ai été très, très intéressé parce que... Alors, je ne sais pas, j'ai vu toutes les collaborations que vous avez, je ne sais pas quelles ont été lectures, parce que, moi aussi, je m'intéresse depuis effectivement quelques années à Elon Musk. Mais Elon Musk, Michel Onfray, c'est le type qui se bat, mais à mort, pour la démographie et pour que les gens fassent beaucoup plus d'enfants. Il ne parle que de ça, il fait campagne pour ça, en disant ça suffit, cette crise cette prise démographique de l'Occident, au contraire que des gens comme BlackRock et les PDG de BlackRock qui disent mais les robots vont remplacer les migrants, etc. Lui, il ne parle que de ça. Enfin, il parle pas que de ça, mais il est honnêtement très, très, très au contraire conscient, par exemple, justement de la baisse totale et de l'effondrement de la démographie en Occident et ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en Occident. Et il parle de ça. Et puis, deuxièmement, c'est intéressant quand vous dites civilisation post-humaine, mais c'est quelqu'un qui se bat, parce que si vraiment il était là-dessus, et c'est en fait, c'est le mot fascisme totalitaire qui m'a étonné de la part de Front Populaire. Parce que si c'était un vrai fasciste totalitaire, et je vous ferai pas l'injure de pas savoir ce que c'est, vous spécialement, c'est que c'est quelqu'un quand même qui passe son temps à ouvrir effectivement les pour, les contre. Avant de racheter X, vous savez très bien où en était X, et si aujourd'hui on sait un certain nombre de choses, notamment sur ce qui se passe en faire de l'actualité, les Epstein Papers, ce qui se passe que ce soit en France ou ailleurs, c'est grâce au fait qu'il a racheté X et qu'il a ouvert les boîtes de Pandore. C'est pour ça que je suis étonné de voir que dans ces domaines-là, vous dites, il est extrêmement, mais alors obsédé par l'histoire démographique, il n'est pas du tout dans l'eugénisme, et puis il n'est pas du tout. En fait, j'irais jusqu'à dire, alors à sa manière, à son vocabulaire, moi je dirais jusqu'à dire que c'est un anarchiste positif, monsieur Elon Musk. Oui, on ne sera pas d'accord, mais d'abord, je ne pense pas utiliser l'expression fascisme totalitaire, mais fascisme total. Total, oui, d'accord. Ce qui est pas exactement... fascisme quand même. Ah ben oui, justement, parce que je pense qu'il y a... alors, pour la deuxième partie de ma question, c'est que ma réponse, c'est que... Oui. Il peut faire des choses actuellement, mais alors je ne sais pas s'il sait à quoi il travaille, mais il travaille à une société fasciste. Il n'est pas fasciste actuellement, et il peut ne pas l'être justement même dans la contradiction, en faisant lui-même quantité d'enfants, 10 je crois, ou quelque chose comme 10 ça. 10 ou 11. Et donc, mais il prône la repopulation. Oui, non, mais moi je dis qu'il travaille à une civilisation qui sera fasciste. Je ne dis pas qu'il est fasciste tout de suite, je dis simplement que cette civilisation, quand elle avancera, ou quand elle avancerait, quand il faudrait quitter la planète, et c'est pas l'heure, entendons-nous bien, hein. Et d'ailleurs, nous ne serons plus là. Quand il faudra poser la question des humains qui quitteront la planète, je parle dans 1000 ans. Ils travaillent. C'est là que je pense qu'on aura un fascisme qui sera total. Hein. Ah oui, vous voulez dire qu'on peut arriver dans 1000 ans à cette civilisation-là? C'est que je crois que nous y parviendrons et que dans ce qu'ils nous proposent, c'est ça. Qu'actuellement, pour le coup, on est d'accord, André, il n'est pas fasciste actuellement. Hein, non, mais ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il travaillait à une société qui sera effectivement égalitaire et inégalitaire, aristocratique, avec des sélectionneurs, comme vous avez dans les haras des gens qui sélectionnent les bons produits, les mauvais produits, et qu'un certain nombre de gens n'auront pas droit au salut, parce qu'on s'en foutra, ils seront remplaçables pendant qu'on ira chercher, je sais pas quoi, moi, des prix Nobel ou des... Mais Michel, alors justement, c'est intéressant. Parce que, est-ce que vous ne poussez pas le raisonnement que vous dites vous-même, ce serait peut-être dans 1000 ans, on ne sait pas, mais est-ce que vous ne poussez pas sur le raisonnement à partir de schémas, en tout cas de corpus d'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passait? Je vais vous donner un exemple, parce que j'ai lu, pas tout, mais la quasi-totalité, notamment vos chroniques, les articles que vous avez écrits là-dessus, c'est très intéressant. Par exemple, quand il dit que lui, la véritable énergie, c'est le solaire, on est
dit-il, il a raison ou tort, je n'ai absolument pas la compétence de juger là-dessus. Mais par exemple, quand il dit que aujourd'hui les choses d'intelligence artificielle doivent aller effectivement dans l'espace, et c'est dans l'espace par rapport à l'énergie solaire, mais qu'il ne voit pas du tout que ici avec les panneaux, c'est pas du tout ça. Bon. Et il dit surtout, sur l'intelligence artificielle, le problème c'est pas ce qu'on va faire, c'est qui la programme et comment il la programme. Par exemple, on l'a présenté comme quelqu'un, intelligence artificielle, c'est pas Laurent Alexandre, lui. Ça va pas tout résoudre du tout. Il dit, mais qui programme et qui est là? C'est-à-dire, moi, l'impression que j'ai en lisant sa biographie, en lisant ce qu'il dit, c'est qu'il ne va pas vers une... En tout cas, lui, je dis bien, encore une... Ça peut... Alors, ce que vous dites, ça peut arriver vers ça, c'est clair. Mais il ne va pas, lui, consciemment, et voulant vers ce totalitarisme-là. Ah mais je suis d'accord. Je ne pense pas qu'il veuille un totalitarisme, mais il y travaille. Et là... il y travaille. Alors prenons un exemple concret, effectivement, pour les auditeurs de Sud Radio, Michel Onfray. Par exemple, en quoi Grok est-elle une IA au service, justement, du technofascisme? Vous vous dites que l'IA, effectivement, génocide des cerveaux par millions, écrivez-vous. Oui, parce que d'abord, nous travaillons à la destruction des cerveaux, de l'intelligence naturelle. Je rappelle quand même que si nous avons ce cerveau les uns les autres, ceux qui nous écoutent actuellement et nous, c'est qu'il y a des centaines de milliers d'années de sélection naturelle qui auront rendu possible ce cerveau plutôt qu'un autre. C'est très long à construire, c'est très facile à détruire. Moi, j'ai fait 2 AVC, je vous assure qu'en 2 secondes, vous détruisez un cerveau. Et vous pouvez détruire une partie de votre cerveau, et voilà. Si vous avez une éducation nationale qui dit on n'a plus besoin de mettre dans le cerveau de l'intelligence, de la culture, de la réflexion, de l'analyse, on n'apprend plus à compter, à calculer, à penser à l'école, mais on apprend, je sais pas quoi, qu'il faut faire le tri sélectif, qu'il faut, etc., etc. Vous n'avez plus d'intelligence naturelle, et vous avez Musk qui arrive et qui dit mais il n'y a pas de problème, moi avec Neuralink, je vous fabrique de l'intelligence artificielle, je vais vous pucer le cerveau. C'est-à-dire plus besoin d'aller lire La recherche du temps perdu, ça suppose un certain temps de lire 3000 pages de Pléiade. Là, simplement, on vous programme une lecture que vous n'aurez pas faite, et votre voisin n'aura peut-être pas fait la même lecture, une lecture non plus, mais vous aurez la possibilité de discuter sur Norpois, Odette de Crécy, sur Charlus, sur Swann, etc. Donc je dis simplement que et c'est ce que disait fort justement André tout à l'heure, l'intelligence artificielle supposera un pilotage, mais qui pilotera? Et qui pilotera les pilotes? C'est la question que pose Aldous Huxley. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle, moi je vois un peu comment elle fonctionne. Je suis pas geek, donc je suis pas. J'en ai juste une sur mon téléphone dont j'ai découvert qu'elle y était mise avec une espèce de mise à jour du téléphone. On me dit vous disposez de ça. Bon, d'accord, très bien. J'ai un peu regardé comment ça fonctionnait. J'ai pas payé des abonnements à 200 € par mois pour savoir comment ça fonctionnait. Mais je vois bien que on essaie de fabriquer quelque chose avec des poubelles, des ordures dans lesquelles on va associer des ordures et on va dire voilà je vous présente quelque chose. Mais tout et n'importe quoi. Ce puçage est quand même thérapeutique. Il est présenté ainsi, Michel. Présenter, c'est pas pareil. Ouais. Présenter, oui, vous avez raison. C'est justement le cheval de Troie. C'est Jésus, notre ami Musk. Il va donner la vue aux aveugles, il va rendre l'ouïe aux sourds, il va faire marcher les gens qui voilà. Et puis il va permettre surtout de ressusciter les morts. Et donc il nous dit vous avez fait un AVC. Toute la zone qui est détruite, je vais vous la reconstruire. Et qui va être contre ça? Vous avez un grand-père qui a la maladie d'Alzheimer et on va supprimer la maladie d'Alzheimer, etc. Et vous dites, mais c'est formidable. Allez-y avec le puçage. Et puis vous pucez, puis un jour vous dites, ah oui, mais on peut aussi faire ça. On peut augmenter vos compétences. Vous n'avez pas envie de passer du temps à apprendre l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, je ne sais quoi. Ben là, ça y est, c'est tout fait. Vous mettez une puce, etc. Puis après, le contenu. Déjà, vous voyez bien aujourd'hui comment votre pensée est orientée. Et la pensée est orientée par les algorithmes qui sont les instruments qu'on trouve dans nos propres téléphones portables, dont on a fait de telle sorte qu'ils ne soient indispensables. Comment vous voulez vivre aujourd'hui sans un téléphone portable? Tout passe par là. Vous voulez un billet de train, vous voulez une chambre d'hôtel, vous voulez un taxi, vous voulez... tout passe par là. Donc il y a effectivement une intelligence naturelle qui disparaît, une intelligence artificielle qui arrive, elle est fabriquée. Donc c'est la naissance de l'homme totalement décérébré, selon vous, c'est ça? Oui, c'est déjà un peu le cas. Ouais. C'est-à-dire, prenez quelqu'un qui a 15 ans aujourd'hui, il n'y a pas grande lecture chez lui, il n'y a pas beaucoup de réflexion, il n'y a pas beaucoup de profs dignes de ce nom, il n'y a pas beaucoup de... etc., etc. Et ils descendent dans la rue en disant des sottises sur tous les sujets. Et surtout avec une espèce d'insolence incroyable. Ils n'ont jamais travaillé sur un sujet, mais ils ont un avis sur le sujet. Posez-leur une question sur... d'ailleurs, vous avez vu les palestinistes qui sont capables de vous dire de la mer au Jourdain, de la rivière à la mer. Elle dit que c'est quoi la rivière? Et c'est à Mathilde Panot qu'on a dit mais votre État palestinien c'est à l'est ou à l'ouest du Jourdain? C'est pas répondre. Vous voyez qu'il n'y a pas que les enfants
Ils sont décérébrés. Non, mais il y a juste cette jeune génération qui a déjà plus de cerveau. C'est tout ce que je voulais dire. Et que vous n'auriez jamais entendu ça. Mon père était ouvrier agricole. Quand il a quitté l'école à 13 ans, eh bien, les notions d'histoire, de géographie, d'analyse logique, de grammaire, de vocabulaire, de syntaxe, etc., tout ce qui lui avait été inculqué par l'école de la République empêchait ce genre de raisonnement débile. Aujourd'hui, vous avez des raisonnements débiles chez des gens qui sont des responsables politiques, qui sont des militants. On va pas revenir, enfin, sauf si vous le souhaitez, mais examiner la question palestinienne. Mais je veux dire, sur ce sujet qui est un sujet majeur à la France insoumise, on devrait au moins, quand on est un responsable politique majeur de ce parti, savoir répondre si c'est à l'est ou à l'ouest du Jourdain. Ça veut dire quand même que l'incompétence est généralisée, mais que le jugement n'est pas interdit. Ces gens ont un jugement qui n'est pas autorisé, puisque pas fondé, je dirais plutôt qu'autorisé, mais qui n'est pas fondé sur une recherche, un travail, une intelligence. Oui, mais Michel, alors je me demande si justement, à mon avis, vous ne trouvez pas le plan. Je m'excuse. Ce que vous dites exactement, je pourrais dire que si nous étions en 1950, vous auriez face à un canapa ou un militant du Parti communiste à l'époque totalement inféodé à l'Union soviétique, attention, intellectuel, élevé selon la old style, enfin la nôtre, qui vous dirait mais les camps de travail n'existent pas en URSS. Mais vous racontez n'importe quoi. Moi, je vous dis, les camps de travail, quels camps de travail? Mais pourtant, il y a eu Kravchenko, il y a eu Arthur Koestler, il y a eu London, il y a eu tout ça. C'était exactement la même chose. C'était à 60 ans. Et c'était exactement la même chose. Vous dites aujourd'hui, ça c'est dû aux puces ou à l'intelligence artificielle. Pas du tout. Si vous êtes idéologue, vous parlez de Panot et compagnie, mais Panot et compagnie, et Mélenchon, vous le savez aussi bien que moi, font ça par pur électoralisme, et ils s'en sont intériorisés, persuadés. Mais c'est le militant soviétique ou le militant Pol Potien ou je ne sais pas quoi de l'époque. Oui, non, parce que je pense qu'à l'époque de Jean Canapin, vous aviez des Camus, et on pouvait lire aussi en même temps, ou des David Rousset, Les jours de notre mort, ou alors Camus, l'homme révolté, et d'autres. Vous avez raison de citer Kravchenko, et où on pouvait se faire un avis. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez vous faire un avis? Vous avez des gens qui ne sont pas d'accord avec Mathilde Panot et Jean-Luc Mélenchon, et avec les gauchos palestiniens. Vous savez très bien. Non, parce que Michel Onfray, par exemple. Oui, j'entends bien, mais je veux dire, à l'époque, vous pouviez lire Raymond Aron et vous aviez un contrepoison. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas du contrepoison, puisque de toute façon, les algorithmes font qu'on ne leur donne que des informations qui les confortent. Et donc, les algorithmes de votre téléphone portable ou de votre ordinateur vous donnent à lire, c'est pour ça d'ailleurs qu'on passe autant de temps là-dessus, des choses qui vous confortent dans ce que vous êtes. Vous n'allez pas aller chercher le contraire de ce que vous êtes. Vous n'allez pas dire, tiens, je vais aller chercher... à l'époque, on pouvait aller lire Raymond Aron, quand même. Raymond Aron, il fait l'un des plus beaux livres sur Marx. Il n'est pas marxiste. Mais honnêtement, il fait un livre sur Marx pour expliquer ce qu'est le marxisme. Ces choses-là ne sont plus possibles aujourd'hui, puisque les informations, les jeunes ne les trouvent plus dans une lecture personnelle et dans certaines bibliothèques ou librairies. Mais certains, je dis pas, vont dans les livres, quand même. Mais certains vont acheter les livres. Vous pensez que c'est fini, ça? Oui, d'abord, je pense que le livre est en train de s'effondrer, puis qu'ensuite, vous avez des libraires aujourd'hui qui sont des rééducateurs du peuple, et qui vous font des tables de presse avec des bouquins idéologiques, et qui vous disent celui-ci, celui-là. Moi, je fais partie des gens qui sont boycottés dans un certain nombre de bibliothèques, et de librairies, et d'universités. Vous n'avez pas le droit d'être cité, vous n'avez pas le droit d'être invité, vous n'avez pas le droit de développer une pensée, qui peut être bien sûr critiquée. Là, pas du tout, vous êtes un fasciste. Mais ça n'existait pas avant ça, Michel, ça existait, vous le savez très bien. Ça a toujours existé, ça. Je veux dire, depuis qu'il y a des librairies. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que dans les librairies, il y a pu en avoir, je ne les ai pas toutes connues dans les années 50 et pour cause, mais je pense qu'on pouvait trouver côte à côte pour le coup Jean Canapin et Raymond Aron. Et dans un certain nombre de librairies aujourd'hui, vous n'aurez que l'un ou que l'autre. Et que cette discussion, regardez par exemple les émissions de Bernard Pivot, vous aviez la possibilité d'inviter sur un même plateau Maurice Bardèche, fasciste notoire, et Bernard-Henri Lévy. Et antisémite notoire aussi, Bardèche, et tous les deux sur le même plateau. Et ils étaient capables... Alors, ils s'engueulaient, mais ils discutaient. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, ça n'est plus possible, ça n'est plus pensable. Il y avait même Michel Pollack avec sa polémique, bien sûr. des droits de réponse, qui était quand même Lui, très fort. Il ne cherchait que ça, Pollack, d'ailleurs, à opposer des gens qui allaient se sauter à la gorge. Mais alors que chez Pivot, il y avait des débats, il y avait des arguments... C'était le Hanouna du riche, Pollack.
Oui, on peut dire ça. Oui. Mais par exemple, Gerhard Heller, qui écrit un livre qui a été nazi, occupant à Paris, etc. En 1980, il est invité chez Bernard Pivot. Bien sûr. Et personne ne dit, il est inadmissible qu'un ancien nazi qui a fait partie des occupants de Paris soit invité dans une émission littéraire. Il était là, sur le plateau, tout le monde en parlait, et puis voilà. Ernst Junger, qui lui aussi a porté l'uniforme nazi à Paris, il était invité, même Mitterrand le rencontrait, allait le visiter chez lui en Allemagne. Enfin, il y avait une capacité à débattre, à disserter, à analyser ensemble, à se critiquer en se respectant, qui n'existe plus aujourd'hui, où il suffit juste d'aller chercher sur Internet ce qu'il faut penser de machin bidule un tel. La fameuse notice Wikipédia. En fait, notre contradiction, enfin là on n'est pas notre différence, mais c'est intéressant, Michel Onfray. Vous pensez, en tout cas quelque part, même si c'est pas aujourd'hui, vous pensez que cette technologie, cette technophilie elle règne déjà, elle est régnante, comme on dit, elle règne les esprits. Moi, je suis très très frappé de voir que, par exemple, ce qui se passe, pour rester sur Musk et Trump, puisque c'est très intéressant ce qui se passe, mais sur Epstein, toute l'histoire de Epstein est fascinante, sur la fausse querelle Trump-Musk, vous savez, quand ils se sont, mais je vais pas rentrer dans le détail. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même des gens, regardez la carte d'identité. Par exemple, Musk se bat comme un fou en disant il est inadmissible que la moitié des États américains, on peut aller voter sans sa carte d'identité, alors qu'on ne peut pas boire, qu'on peut pas, si on est mineur, qu'on ne peut pas conduire, qu'on ne peut rien faire sans sa carte d'identité. Mais en revanche, on peut voter sans sa carte d'identité, ce qui est quand même hallucinant. De ce point de vue, ils sont un peu primates, en tout cas dans certaines parties de l'Amérique. Ce que je veux dire, c'est que ce promoteur de la technologie, de Starlink, de tout ce que vous voulez, bien sûr que c'est un homme d'affaires, bien sûr que c'est un multimilliardaire, peut-être un trillionnaire un de ces jours. Le problème, c'est que l'impression que j'ai, et c'est pour ça que, et je voudrais qu'on creuse ça encore, c'est que au fond, vous dites, il tend évidemment par ce qu'il veut faire, alors justement, en fait, ce que vous dites, lui, c'est un peu Frankenstein, enfin l'auteur de Frankenstein dépassé par sa propre œuvre. Mais lui, personnellement, quand on le lit, honnêtement, on a l'impression qu'au contraire, c'est quelqu'un qui veut étendre les champs de liberté. André Berkoff, on va continuer de parler d'Elon Musk dans un instant sur Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. De retour sur Sud Radio pour parler du hors-série de Front Populaire consacré à Elon Musk. On en parle avec Michel Onfray. Michel Onfray, vous titrez l'édito de votre hors-série « Un chaman autiste ». Alors effectivement, il faut le rappeler, il a été diagnostiqué Asperger. C'est une forme d'autiste qui se traduit notamment par des difficultés dans les relations sociales et des capacités cognitives supérieures à la moyenne. Alors enfant, effectivement, vous le rappelez dans votre dans Front Populaire, il a aussi été maltraité. Son projet civilisationnel, c'est très difficile de prononcer ce mot, son désir d'un autre monde, n'est-il pas effectivement, révélateur d'un mal-être personnel ? Je voudrais pas faire une psychanalyse de Musk. Je voudrais préciser que quand je dis autiste, c'est pas une insulte. Entendons-nous bien, c'est un diagnostic médical. Et si j'ajoute chaman autiste, et j'ai beaucoup écrit en faveur du chamanisme, c'est parce que je pense qu'il y a des gens qui sont doués d'une empathie avec l'univers, avec le cosmos, avec ce que Bergson appelait l'élan vital, par exemple, et qui sont pas doués d'empathie avec autrui. Et quand j'ai lu ce que j'ai pu lire, moi je suis pas comme André lit tout ce qui s'écrit en anglais. Moi je n'ai lu que ce qui s'est écrit en français. Il n'y a pas grand-chose sur Musk. Des biographies qui la plupart du temps reprennent les biographies, et puis voilà, on n'a pas grand-chose. Mais ce que j'ai pu voir, c'est un management qui est terrible, quoi. C'est une espèce de mépris d'autrui. Il a une idée géniale à 3h du matin. Il dit rendez-vous à 5h dans mon bureau, et puis si à 8h il y a des gens qui ne sont pas dans son bureau, leur matériel est dehors et ils sont virés, et leur passe est désactivé, et on a juste envie de lui dire attends, les gens dorment quand c'est l'heure de dormir, et s'ils sont obligés de prendre un train pour venir, ils peuvent pas être là, mais c'est pas parce qu'ils te détestent ou ils te méprisent, tu ne les vires pas, etc. Et pourtant il fait ça. Et puis il est aussi capable, quand il est dans un hangar, d'aller voir un moteur et puis de dire il y a un truc qui va pas ici parce que là il y a ça, puis il y a ça et ça, si vous enlevez ça, vous allez produire ceci, donc on va résoudre le problème. Et des ingénieurs qui sont là qui se disent il a fait comment, et il a évidemment tout compris. Donc il y a un aspect
chamanique et autiste, c'est-à-dire qu'il n'a pas le souci d'autrui quand il s'agit de travailler en équipe. Il est entouré des meilleurs du monde, et puis après, il est capable de... Alors, il faut quand même une intelligence en matière de moteur, hein. Vous ne pouvez pas avoir des idées si vous ne savez pas comment fonctionne une motorisation, mais il est quand même capable de voir plus et mieux, et au-delà qu'un certain nombre des humains de la planète, justement parce qu'il a cet autisme-là, comme des autistes que j'ai pu connaître, moi, qui sont des très grands... Enfin, qui étaient, je pense, à l'un d'entre eux qui est décédé, mais qui étaient dans un rapport à la musique, qui était un rapport presque à l'au-delà, même si il s'agissait de l'ici-bas. Donc, je ne veux pas faire une psychanalyse, juste dire que c'est un corps qui pense, et que quand c'est un corps autiste avec ce génie-là, ça produit des effets assez singuliers. Après, l'idée qu'il ait été maltraité par un père ceci, une mère cela, etc., on peut entrer dans ce genre de détails, mais je pense que très vite et très tôt, quand on voit comment fonctionne son cerveau, son petit cerveau, je dirais déjà le cerveau d'enfant, voilà quelqu'un qui a des difficultés à tracer une ligne claire entre le réel et le virtuel. Et d'ailleurs, lui, quand il donne sa vision du monde, il pense que nous vivons dans un monde virtuel. Donc la réalité pour lui, c'est du virtuel. Il est très platonicien en ce sens. L'idée est plus vraie que le réel. Et donc, quand il dit il y a une espèce de matrice, eh bien, c'est pas du tout une métaphore cinématographique, c'est qu'il pense vraiment que nous sommes peut-être le reflet d'une civilisation extraterrestre qui nous piloterait et qui nous ferait de ce que nous sommes. Globalement, que disent les chrétiens quand ils parlent de Dieu, des anges, des archanges, des éons, de la providence, etc. Un peu la même chose. Donc, il a une vision du monde, une théologie presque, qui fait que, oui, il nous faut un cerveau de chaman autiste. Alors, chaman sans autiste, autiste sans chaman, c'est pas exactement la même chose, mais de fait, c'est un cerveau génial. Et oui, il a baigné notamment dans le monde de la science-fiction très jeune. Oui. Ça, là, j'imagine que ça a influencé effectivement son évolution, Oui, écoutez, moi, quand j'ai 12-13 ans, je lis Aldous Huxley, le meilleur des mondes, et j'apprends un mot qui est ectogénèse. Et l'ectogénèse, c'est la possibilité de faire des enfants en dehors d'un utérus. J'ajoute féminin, puisqu'aujourd'hui, il faut préciser. Et donc, on fait des enfants dans des machines. Et là, j'ai 12-13 ans, donc c'est une fiction. On est dans la science-fiction. Aujourd'hui, les Chinois font des enfants par ectogénèse avec de l'intelligence artificielle qui travaille au développement de l'enfant. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle dit on balance tel type de substance, etc. Vous êtes fabriqué pendant 9 mois dans une boîte, quoi, d'une certaine manière. Dans un vagin artificiel. C'est ça, voilà. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec Laurent Alexandre qui m'a dit, mais c'est formidable, c'est l'avenir, c'est ce qu'il faudra faire, etc. Ouais, mais... Donc, parenthèse fermée, juste pour dire que ce qui était science-fiction jadis est devenu réalité aujourd'hui. Donc, oui, lui, alors il lit un peu de philosophie, semble-t-il, mais son monde réel, c'est la science-fiction. Il essaie de faire de telle sorte qu'on fasse tomber le mot fiction dans science-fiction, et il dit, allez sur la Lune, allons-y. Aller sur Mars, allons-y. Ectogénèse, fabriquons, etc., etc. Et quand il prend au mot la fiction pour faire de telle sorte que la science la rattrape ou que la science la permette, on se dit qu'il y a quand même un projet particulier. Alors il est civilisationnel, et c'est le début de ma discussion avec André. Je ne suis pas sûr qu'il sache ce qu'il fait, ni vers quoi il va, mais c'est un peu ce que dit Hegel. Le grand homme, il croit qu'il fait l'histoire, mais c'est l'histoire qui le fait. Oui. Enfin, ce qui est extraordinaire, André Berkoff, effectivement, c'est qu'il a ce don quand même, c'est de faire ces ponts entre toutes ces technologies. C'est ça qui est fascinant chez Musk aussi. Non, parce qu'il a cette structure-là. Mais ce que je veux dire, c'est très intéressant. En fait, entre la matrice et le monde réel, et vous dites, Michel, que entre la matrice et le monde réel, il a choisi la matrice. Mais ce qui est intéressant, c'est que le même Elon Musk intervient. Alors, il fait de l'ingérence, et certains, évidemment, le condamnent très, très violemment. Regardez l'ingérence qu'il fait en Angleterre. On voit l'Angleterre aujourd'hui, il y a un Keir Starmer, vous savez très bien, où il y a des grooming gangs pakistanais qui ont mis en prostitution, en tabassage et en viol des milliers de jeunes filles anglaises pendant 30 ans. Et personne n'a parlé parce que, sinon on est raciste, si on ose parler de cela. On va parler des racisés en France, il y a d'autres problèmes, on connaît. Et ben lui, il met aujourd'hui, si vous voulez, il met son argent et il met ses moyens au service de défendre ces victimes-là. C'est-à-dire, il ingère dans des pays comme l'Allemagne ou comme l'Angleterre, etc.,
pour justement combattre ce véritable fascisme ou collaborationnisme ou tout ce que vous voulez au service d'une idéologie que vous connaissez comme moi, une idéologie, je dirais, d'extrémisme islamiste, frères musulmans, etc. Donc, ce qui est intéressant et paradoxal chez ce type, je suis d'accord avec vous, avec son projet global qui est un projet énorme, qui est un projet effectivement, je ne sais pas si on pourrait dire, non pas dionysiaque bien sûr, mais un projet total, mais en même temps, il se bat, parce qu'il pourrait dire, mais moi, qu'est-ce que je m'intéresse à tout ça, les histoires de ce qui se passe en Angleterre, en Allemagne, en tout ça, c'est pas mon problème, et pourtant, il s'investit très fortement. Comment vous voyez cette contradiction ? Non, c'est pas une contradiction, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'il travaille à un projet fasciste, mais qu'il n'est pas lui-même fasciste. Donc effectivement, non, mais c'est même le contraire. Il se bat pour les peuples, pour tout cela. Quoi. Oui. Donc c'est pas. Non. Mais je reviens sur ma formulation un peu hegelienne. Je pense qu'il croit faire l'histoire. Il est fait par l'histoire. Et vous faites quelque chose, ou ce que disait Céline aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que on dit mais c'est formidable. L'intelligence artificielle c'est formidable. Les exosquelettes c'est formidable. Le puçage c'est formidable. Oui, si effectivement on commence par expliquer quels bons usages on peut faire d'un instrument diabolique. Mais vous ne croyez pas qu'il a conscience de ça ? Si, il a tellement conscience de ça qu'à un moment donné, il a demandé un moratoire. Mais sur la question de l'intelligence artificielle. Mais il l'a aussi demandé dans un moment où il avait compris que d'autres étaient en avance. Et que peut-être s'il demandait un moratoire et qu'il l'obtenait, encore qu'il était sûr de ne pas l'obtenir. Je vois mal les Chinois dire, ou les Indiens, ou les Russes, de dire « Ah bah oui, vous avez raison, on attend que vous nous rattrapiez, et puis quand vous nous aurez rattrapés, on va recommencer. » Moi, il y a une image qui m'a sidéré, encore que, c'est pas vraiment le mot qui convient, mais c'est de voir Xi Jinping et Poutine à un moment donné avec un micro qui traîne, je ne sais plus où ils se voient, aux États-Unis, je crois, et ils sont tous les deux en train de parler du transhumanisme. Oui. Incroyable. Et dans 100 ans, voilà. Et il y a des gens qui travaillent là-dessus. On se dit les discussions des grands dictateurs de la planète, de ceux qui fabriquent l'histoire sur la planète. Voilà des gens qui bossent au transhumanisme. Et donc, je pense que les Chinois, vous savez, c'est Sun Tzu, c'est la meilleure guerre, c'est celle qu'on gagne sans la mener. Et donc là, à un moment donné, ils vont sortir leur intelligence artificielle en disant, nous, ça y est, c'est fait, hein, c'est prêt. Ils ont déjà, à un moment donné, balancé une espèce de petit missile en disant, on a une intelligence artificielle. Ah oui, ah bon, vous ? Et puis d'un seul coup, le cours des intelligences artificielles s'est effondré aux États-Unis. Mais parce que tout le monde travaille là-dessus. Pardonnez-moi. Et donc, c'est quelque chose contre quoi on ne peut pas lutter. Il dit, il y a une intelligence artificielle, ce serait bien qu'on fasse attention. C'est parti. Oui, mais vous ne croyez pas, alors justement, sorcier. Pour revenir à ce que vous avez fait, écoutez, toute votre œuvre, en fait une partie de ce que vous avez écrit, c'est sur les hommes qui changent le monde. Des philosophes, des théoriciens, des idéologues, etc. Et Dieu sait s'il change le monde. On va parler de Proudhon. Enfin, même s'il n'a pas changé le monde, il a quand même introduit des idées, et vous vous référez depuis toujours, depuis que je vous connais, à Proudhon. Bon. Mais pourquoi on ne pourrait pas dire aussi que des gens qui sont dans un totalement, parce que cette science et technologie, c'est encore autre chose. Mais est-ce qu'un Einstein, pour ne pas reparler d'un Elon Musk, un Einstein, un Niels Bohr, je ne sais pas, beaucoup d'autres, aurait aussi cette nécessité, ou en tout cas cette volonté de maîtriser une technologie absolument globale, mais en même temps tout en ayant un œil, et en ayant un œil, et pas le moindre, sur l'éthique, sur une certaine ce qu'on appelle les valeurs humaines. Oui, mais entre les réflexions d'Einstein sur la théorie de la relativité et la bombe atomique, il y a Oppenheimer. Et c'est pas exactement la même chose. Je pense que vous pouvez très bien travailler à la fission nucléaire, mais le jour où vous dites « mais la fission nucléaire dégage une énergie dont on pourrait imaginer qu'elle puisse servir à tuer des hommes », c'est plus Einstein. Et là, pour le coup, c'est Oppenheimer qui dit « ah, mais oui, faisons ça d'ailleurs, parce que ce serait bien qu'on puisse faire quelque chose contre les soviétiques qui, eux, pensent exactement la même chose. » Donc c'est le fameux... c'était les Allemands, hein, le problème. Oui, mais enfin, quand ils travaillent après, c'est après-guerre, puisque tous les nazis ont travaillé au programme nucléaire américain, ont travaillé au programme... Le nucléaire a été inventé à l'époque parce qu'il y avait les nazis. Mais parce que les nazis travaillaient un programme nucléaire. Bien sûr. Et qu'ils étaient en train de mettre au point une bombe atomique. Et que Werner von Braun, qui travaillait à ces questions-là pour les nazis, n'a pas été inquiété après la guerre, puisqu'on lui a dit, venez par ici, on va vous permettre de faire exactement la même chose que ce que vous faisiez pour Hitler, mais ce sera pour nous. Et c'est Werner von Braun qui rend possible les premiers pas de l'homme sur la Lune. Hein. C'est un nazi qui rend possible les premiers pas américains sur la Lune. On va parler concept, pardon, mais c'est très important. Est-ce que vous estimez que le concept, je dirais total, je dirais pas totalitaire, mais total, d'Elon Musk,
est totalement et radicalement différent ou pas, au contraire, suit les concepts total d'un Pol Pot, d'un Mao, d'un Marx, si on veut remonter, d'un Hitler ou d'un Staline. Je les mets évidemment pas sur le même plan, mais quand même. Est-ce que c'est l'homme nouveau ou le post-humain nouveau? Est-ce que c'est toujours cette tentation de faire quelque chose qui n'existe pas, qui va être créé à partir de rien? Moi, j'aurais aimé rencontrer Musk pour la revue, évidemment, mais aussi pour lui poser des questions que personne ne lui pose. J'ai essayé, j'ai pas encore réussi, mais... Ah oui, c'est pas facile. Mais par exemple, de dire, voilà, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, on a 10 milliards d'hommes, et quand il va falloir sauver les humains, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour permettre à 10 milliards d'hommes d'être sauvés? 10 milliards d'hommes Il y ne aurait seront une pas... sélection obligatoire. C'est ça ma, c'est ça ma question. Et j'aimerais la réponse. Ouais. Moi, je dis, il ne peut pas ne pas y avoir de sélection. Et c'est ce qu'il me répondrait probablement si je lui posais la question, parce que vous allez faire quoi? Vous allez organiser une espèce de... Il a répondu. Il y a eu une interview, excusez-moi, en anglais là-dessus. On lui a posé pratiquement la même question. Pas du tout. Il est totalement contre la sélection. Il dit, il y aura totalement les moyens. Il dit que vous pensiez que la Terre ne peut pas nourrir 15 milliards d'hommes est une utopie imbécile. Oui, mais c'est comme ça qu'il a répondu. Oui, mais c'est une sottise. Moi, je ne lis pas l'anglais, mais je veux dire, à la rédaction, ils ont lu tout ce qui s'est publié et ils en ont traduit quelques extraits qui se trouvent dans la revue. Mais je connais sa réponse qui n'en est pas une. C'est facile de dire non, ça se passera pas comme ça. Non, parce qu'il y aura des énergies qui seront là. Dit-il. L'énergie solaire va être beaucoup plus importante et on a des... Attendez, lui ce qu'il dit, je veux pas, mais c'est intéressant. Lui il dit, attendez, vous avez le Sahara, vous avez l'Atacama, vous avez tout ça, vous avez la place pour 3 milliards de personnes. Une fois que ça a été, avec l'énergie solaire, utilisé comme il veut le faire, ça sera transformé en territoire extrêmement rudoyant. Pour le coup, ça s'appelle de la science-fiction. C'est-à-dire, on met les gens, on met 7 milliards de gens, allons-y, on met 7 milliards de gens dans un désert et ils vont se nourrir avec ce qu'ils auront fait pousser dans le désert. Moi, je veux bien. Mais il en reste 1 milliard. Vous allez faire quoi des Africains qui, de toute façon, seront de plus en plus nombreux? Allez leur dire aux Africains, vous qui êtes dans le désert, débrouillez-vous pour détourner les rayons du soleil et vous aurez la possibilité... Ils seront dans la Lune, Michel, ils seront dans la Lune. Justement, vous pensez bien que si Elon Musk envoie des gens ailleurs, dans la Lune, dans une station spécialisée, il n'enverra pas des Africains qui vident les poubelles en France. Il enverra des gens, j'ai quelques noms dans la tête, je vois bien, et c'est là que je parle d'un eugénisme. Il y a des gens qui seraient sacrifiés. Évidemment, il y a trop de gens. On ne peut pas imaginer, même avec des fusées importantes auxquelles il travaille, SpaceX, qui seraient susceptibles de partir et de revenir pour refaire une rotation, etc. Ça ne peut pas marcher sans qu'il y ait de la sélection, sans qu'il y ait de l'eugénisme, sans qu'il y ait de la destruction massive d'un certain nombre de peuples. Il n'y aura plus aucune différence dans cette post-civilisation entre les hommes, les femmes? Déjà, on est en train de nous vendre cette idée d'hybridité. Donc je pense que la meilleure façon d'emmener 8 milliards d'humains, c'est d'emmener 8 milliards de cerveaux et pas de corps, pas les corps qui vont avec. Et ces corps, ils sont susceptibles d'être réduits à des données qui seraient les datas que vous avez données dans votre propre existence et que peut-être un jour on aurait réussi à capturer avec Neuralink. Et là, Neuralink vous dirait, après tout, est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir votre corps si vous avez la possibilité de vivre ce que votre cerveau vivrait sans votre propre corps? Pour le dire autrement, est-ce que vous avez besoin d'une forêt pour ressentir les plaisirs de la balade en forêt, les odeurs, les parfums, etc. si vous avez cette sensation dans un cerveau qui n'a pas besoin du restant du corps? C'est la même chose avec la nutrition, c'est la même chose avec la sexualité, c'est la même chose avec l'apprentissage des langues ou ce genre de choses. C'est le vieux rêve de la science-fiction, ça. Non, je vous assure que moi j'ai bien vu quand j'ai eu mes problèmes d'AVC que nous étions notre cerveau et rien d'autre que notre cerveau, et que la moindre piqûre de l'équivalent d'une tête d'épingle dans un cerveau fait que vous n'êtes plus vous-même. Donc je pense que quand on aura résolu le problème du cerveau, de la régénération du cerveau, de la possibilité d'engrammer les données data de chacun et de les reprogrammer sur un cerveau qui serait peut-être la duplication neuronale de votre propre cerveau, c'est-à-dire qu'on prendrait des cellules et qui repermettrait la fabrication d'un cerveau d'enfant sur lequel on mettrait les informations, ou d'adolescent, sur lequel on mettrait les informations qui seraient celles d'un adulte. Après tout, sur le papier, ça tient. Il suffit juste de dire, quand on est Musk, débrouillez-vous, je vais vous payer très cher, vous allez bosser à ça.
Alors il y en a qui vont être spécialisés dans le cerveau, d'autres dans la réduction numérique, d'autres on verra s'il va payer des gens pour ça. Il les paye. Moi je suis passé devant le bâtiment aux États-Unis sur la côte ouest, et vous avez Neuralink, vous avez un petit bâtiment bleu, et vous vous dites c'est là-dedans que ça se passe. Oui. Une espèce de maison bourgeoise faussement 19e siècle, et vous dites c'est ici que l'avenir de l'humanité se joue matériellement. Vous allez d'ailleurs en voiture et vous passez devant Google, devant Facebook, devant tous ces endroits-là, et vous vous dites c'est dans ces endroits-là que, quand vous disiez tout à l'heure, André, que ce ne sont pas les GAFAM qui font la loi, les GAFAM font la loi. Ils sont en train de préparer l'avenir, et les gamins, Céline, dans la logique du cheval de Troie, c'est-à-dire un gamin dans un village, il n'a pas envie de contribuer à un projet fasciste de post-humanité, il a juste envie d'avoir un téléphone portable sur lequel il va pouvoir avoir des jeux vidéo. Ça commence comme ça. Oui. Vous allez dire, mais vous n'allez pas empêcher un gamin qui s'ennuie dans un village d'avoir la 10G qui lui permettra de jouer avec des copains à l'autre bout de la planète. Vous êtes cruel, vous n'êtes pas de votre temps, vous êtes un réactionnaire, vous êtes un fasciste, etc. On va reprendre tout ça. Oui, on va reprendre effectivement cette discussion dans un instant sur Sud Radio, et nous allons parler d'un autre personnage tout aussi intéressant, un personnage essentiel, effectivement, pas mettre des puces dans l'histoire des idées, à savoir Proudhon. Qui était-il? On vous dit tout dans un instant sur Sud Radio, alors restez avec nous. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. De retour sur Sud Radio avec Michel Onfray pour parler du nouvel essai qu'il vient de publier chez Plomb et qui s'intitule L'anarchie positive du bon usage de Proudhon. Qui était Proudhon, Michel Onfray? Oula. Disons en quelques mots, ça a été l'inventeur d'un socialisme anarchiste, un socialisme libertaire, de l'anarchie, du mot anarchie, et du moins du contenu, et de l'anarchie positive dont il a parlé dans son œuvre en disant je voudrais, etc., écrire une anarchie positive. Il a publié 17 000 feuillets dans sa vie, c'est considérable. Et il y a encore plein de choses qui sont aujourd'hui dans les archives à Besançon. Et jamais il n'a fait d'ouvrage précis sur ce sujet, en disant je synthétise. Il y a un petit demi-recours qui fait un petit bouquin de 80 pages contre lui, un petit pamphlet. Il est tellement énervé qu'il fait un livre de 3000 pages pour y répondre. Donc c'est un fleuve incroyable. Politiquement, c'est la réponse au marxisme. On peut être de gauche sans être marxiste, ou sans être néo-marxiste, ou sans être post-marxiste, ou je ne sais quoi. C'est-à-dire sans croire que l'horizon indépassable de la gauche, c'est Marx, la dictature du prolétariat, ou ce genre de choses. Lui, il est contre la hiérarchie, il est contre l'autorité, contre l'ordre, il est pour l'autogestion, il défend la coopération, la mutualisation, il dit laissez faire les gens de façon à ce qu'ils s'organisent, et ça, pour le coup, c'est l'ordre sans le pouvoir. L'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir. Et évidemment, Marx salit cet individu, dit que c'est un pauvre type, un paysan, il a pas de culture, il lit pas l'allemand, qu'il comprend rien. Quand ils se rencontrent à Paris tous les deux, ils rencontrent d'ailleurs Bakounine aussi, et il dit j'ai passé la nuit à essayer de lui expliquer ce qu'était la dialectique chez Hegel, il a rien compris. Et Proudhon, qui écrit un très beau livre qui s'appelle Le système des contradictions économiques, sous-titré Philosophie de la misère, voit un jour paraître en librairie un livre de Marx qui s'appelle Misère de la philosophie, et qui est une attaque personnelle de Proudhon. Et donc Proudhon ne s'en est jamais vraiment remis. Et puis aujourd'hui, vous prenez Wikipédia, où sont toutes les sottises, eh bien vous allez chercher la notice Wikipédia, et on trouve les textes antisémites de Proudhon, et les textes misogynes de Proudhon, et on dit, ah bah regardez, ce type était antisémite et misogyne. Donc je ressors des textes d'un grand antisémitisme, en disant qui a écrit ceci, qui a écrit cela, qui a écrit ceci, qui a écrit cela, il y a 2 ou 3 pages, et je dis, c'est pas Proudhon, c'est Marx. Et puis à un moment donné, je dis qui a écrit ceci, etc. C'est pas Proudhon, c'est Louise Michel. Donc oui, il a été antisémite et c'est indéfendable. On est d'accord sur ce sujet-là. Mais il y a eu quelques pages d'antisémitisme chez lui dans des carnets qui étaient destinés à ne pas être publiés. C'était des notes du jour. Et c'était des carnets qu'il a écrits sous le coup de la colère quand il a vu comment Marx le maltraitait. Et donc il a dit, j'écrirai un bouquin contre les Juifs. Il n'a jamais écrit ce livre contre les Juifs une fois sa colère tombée. Donc elle n'est pas défendable, cette prise de position antisémite. Mais Zev Sternel dit Proudhon c'est ça, et BHL, dans l'idéologie française, en 1980, dit la matrice du national-socialisme, elle est française, et d'ailleurs on la trouve chez Proudhon, la preuve, il écrit ceci, et voilà. Et Proudhon, là encore, je dis, il ne s'agit pas de défendre son antisémitisme, est réduit à un penseur antisémite, de sorte que on se dit, laissez ça de côté, c'est pas le reste. Voilà. Oui, il est du 19e, effectivement, à cette époque, effectivement, nombreux étaient ceux qui étaient antisémites. Quasi tout Michel le monde. Onfray, bah oui. Bah oui. Eh ouais. Oui. Et puis, oui, d'accord, il n'a pas lu Simone de Beauvoir. Mais donc. Mais l'anarchie positive, vous la définiriez comment ?
Alors là, je me suis dit, c'est à moi de faire le boulot puisqu'il l'a pas fait. Donc j'ai pris un certain nombre de thématiques, par exemple ce qu'il appelle la démopédie, c'est-à-dire l'éducation du peuple, l'éducation populaire. J'ai fait cette université populaire dans l'esprit de la démopédie. Nous parlions hors micro avec André, mais je disais que c'est une passion de jeunesse qui ne m'a jamais quitté. Et j'ai découvert Proudhon quand j'étais au lycée. Et je trouve que c'était une idée de Condorcet d'ailleurs, que la démocratie c'est formidable si les gens sont éduqués. Bien sûr. Si vous demandez aux gens leur avis et qu'ils votent n'importe comment parce qu'ils ne sont pas éduqués, ça sert à rien. Donc d'abord la démopédie. Et puis ensuite, pas le jacobinisme, c'est-à-dire pas quelqu'un qui décide à la tête de l'État, mais de manière girondine, les gens compétents qui décident. Laissez les gens compétents. Ça s'appelle la coopération, ça s'appelle l'autogestion, ça s'appelle la mutualisation. Et j'ai développé sur chaque chapitre des thèses pour essayer de montrer que c'est toujours d'actualité. On peut aujourd'hui, plutôt que de dire il nous faut de l'argent, il nous faut encore plus de policiers, encore plus de ceci, encore plus d'instituteurs, encore plus de... Mais réorganiser les choses autrement. Dans un village, fabriquez votre école, fabriquez votre maison de retraite, que les personnes âgées... Autonomisez-vous. Absolument. Plutôt que de dire... C'est, en ce sens, on a dit que c'était un libéral, ça n'a jamais été un libéral, c'est juste quelqu'un qui a dit n'attendez pas tout de l'État, n'attendez pas tout de l'homme providentiel, n'attendez pas tout de l'argent, retroussez vos manches, entreprenez. Faites votre radio, faites votre journal, faites votre média, faites votre maison de retraite, et puis faites de telle sorte qu'elle soit organisée de manière autogestionnaire. Et je dis, si vraiment vous cherchez des solutions politiques, vous pouvez les trouver chez Proudhon. C'est vrai, autonomisez-vous et lisez ce livre. Lisez effectivement L'anarchie positive du bon usage de Proudhon qui vient de paraître donc chez Plomb, le nouvel essai de Michel Onfray. Merci à vous Michel d'être venu sur Sud Radio. Merci à vous pour votre invitation. Je rappelle que le hors-série de Front Populaire consacré à Elon Musk vient aussi de paraître. Merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre chaque semaine en direct sur Sud Radio de 12h à 14h. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaye. La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.